Est-il normal qu'un patron gagne 1453 fois plus que le salaire moyen au sein de son entreprise? On en parle. Cette semaine, je voulais parler avec vous de sujets qui ont moins fait la une de l'actualité alors qu'ils auraient pu le faire. Et je veux commencer par vous parler du rapport publié par l'ONG Oxfam sur la rémunération des patrons du CAC 40. Alors depuis 2019, vous le savez, les salariés de ce pays, les travailleuses et les travailleurs ont beaucoup perdu puisqu'il y a eu l'inflation, la crise inflationniste et que les salaires n'ont pas du tout suivi le niveau de l'inflation. Et pourtant, ce n'est pas la crise pour tout le monde. C'est d'abord la crise pour les travailleuses et travailleurs, pas pour les grands dirigeants du CAC 40. La politique d'Emmanuel Macron a concentré les richesses entre quelques mains, vous le savez. Aujourd'hui en France, 5 milliardaires possèdent autant que 27 millions de Français. Vous connaissez ce chiffre qu'on répète régulièrement. Il y a 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France, et parmi ces 9 millions, eh bien 25% d'entre eux, 25% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté sont pleinement insérées dans le marché de l'emploi. Ce sont ce qu'on appelle des travailleurs pauvres. Or, en réalité, je le disais, ce n'est pas la crise pour tout le monde, puisqu'en 2023, pendant qu'il y avait cette crise inflationniste, pendant que le pouvoir d'achat a baissé, pendant que les Françaises et les Français avaient toutes sortes de difficultés pour payer leurs factures, pour subvenir à leur fin de mois, eh bien, les grands patrons, eux, ont atteint des records de bénéfices et de dividendes versés aux actionnaires. Par exemple, en 2022, c'est les chiffres consolidés qu'on a, le CAC 40, les 40 plus grandes entreprises cotées en bourse en France, en 2022, c'est 153,6 milliards de bénéfices. C'est un record absolu, jamais atteint en France. Et sur ces 153 milliards de bénéfices, eh bien 76% ont été versés aux actionnaires, c'est-à-dire 97,9 milliards. C'est donc un choix qui est fait en réalité, qui montre bien que la répartition de la richesse produite au sein de l'entreprise est très inéquitable et qu'elle profite essentiellement aux actionnaires et non pas aux investissements. On pense par exemple aux investissements nécessaires face à la crise climatique et encore moins aux salariés. En 1979, pour avoir une petite référence, les PDG du CAC 40 gagnaient en moyenne 40 fois le SMIC. Avez-vous une idée de combien c'est aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, c'est 330 fois le SMIC en moyenne. En 2022, les PDG du CAC 40 ont gagné en moyenne 6 659 169 euros. Ça représente une augmentation de leur rémunération de 27% en 3 ans, pendant les 3 années qui étaient les plus difficiles, puisque c'est les 3 années post-Covid. Pendant le même temps, pendant que eux avaient leur rémunération qui augmentait de 27%, eh bien les salariés, eux, n'ont vu leur rémunération augmenter que de 9% en moyenne, ce qui montre bien que cette répartition est très inégale. Et donc au total, en moyenne, au sein du CAC 40, les PDG gagnent 130 fois plus que le salaire moyen au sein de leur entreprise. Et on a là-dedans des entreprises que vous connaissez bien. Par exemple, monsieur Daniel Julien, qui est le PDG de Téléperformance, eh bien, il a gagné 1453 fois plus que le salaire moyen au sein de son entreprise en 2022. Lui, M. Daniel Julien, a gagné 19 617 238 euros par an, pendant que le salaire moyen annuel au sein de cette entreprise, Téléperformance, qui est d'ailleurs le salaire moyen le plus bas du classement qu'a réalisé l'ONG Oxfam, c'est 13 568 euros par an. Alexandre Bompard, de Carrefour, lui a gagné 426 fois plus que le salaire moyen dans l'entreprise Carrefour. Et puis Carlos Tavares, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, PDG du groupe Stellantis, lui a gagné 341 fois ce qu'a gagné le salarié moyen au sein de son entreprise. Et puis on peut noter aussi des écarts entre les dirigeants, notamment entre les patrons qui sont des hommes et les femmes, PDG du CAC 40. Parmi les 10 plus grands patrons du CAC 40, 7 sont des hommes et seulement 3 sont des femmes. Les actionnaires dirigent les entreprises et c'est bien ça le problème, c'est qu'en réalité aujourd'hui, la raison pour laquelle ces bénéfices sont largement vampirisés par les actionnaires, c'est que ce sont les actionnaires en réalité qui font la loi dans ces entreprises. Ce sont les actionnaires qui décident de la rémunération des dirigeants, ce sont les actionnaires qui nomment les administrateurs qui font également la stratégie de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle 76% des bénéfices sont reversés aux actionnaires. En moyenne, en 2022, sur la rémunération de ces PDG, on estime que la part fixe de leur rémunération, elle est de 27%, 4% ce sont des avantages en nature ou la retraite, et 69%, c'est-à-dire l'écrasante majorité de leur rémunération, c'est la part variable en actions. Donc on voit bien qu'on a un problème
à la fois un problème de répartition de la richesse produite au sein de l'entreprise, qui est très inéquitable, mais aussi un problème de gouvernance des entreprises. Car si ce sont les actionnaires qui dirigent ces grands groupes, alors les choix stratégiques qui sont faits sont des choix principalement financiers et pas des choix notamment sur la stratégie pour faire face à la crise climatique, ni pour avoir des salaires décents au sein de ces entreprises. C'est la raison pour laquelle, avec la France Insoumise, nous avons reproposé des solutions que nous avons dans notre programme depuis un certain nombre d'années, raison pour laquelle Mathias Tavel, député de la France Insoumise, a déposé plusieurs propositions de loi qui sont en conformité avec notre programme pour mettre fin à cette situation inacceptable au sein des grandes entreprises. Par exemple, comme c'est le cas de la Confédération européenne des syndicats, nous proposons de plafonner l'écart des salaires au sein d'une même entreprise. Quand aujourd'hui la moyenne dans le CAC 40 est un rapport de 1 à 130, eh bien, nous proposons que l'écart maximal des salaires au sein d'une même entreprise soit plafonné à 1 à 20. C'est-à-dire que entre le PDG de l'entreprise qui gagne le plus et le salarié qui est tout en bas de l'échelle, le rapport ne peut pas être supérieur à 1 à 20. Alors, nos détracteurs diront que c'est une mesure confiscatoire, que nous n'aimons pas la réussite. Mais d'abord, première chose, ce sont bien les salariés d'une entreprise qui produisent la richesse. C'est bien le travail humain qui produit essentiellement de la richesse, pas le capital. Le capital seul, lui, ne produit rien. Donc il faut une meilleure répartition. Ensuite, cette mesure n'est pas confiscatoire, dans la mesure où il ne s'agit pas de retirer de l'argent au patron. Simplement, si le patron veut et peut se rémunérer dans les proportions que l'on voit, eh bien, il doit augmenter considérablement la rémunération des salariés pour satisfaire cet écart maximal de 1 à 20. C'est la première solution que nous proposons. De même qu'il y a beaucoup à faire en matière de direction des entreprises pour donner plus de poids aux salariés et davantage que les actionnaires n'en ont aujourd'hui dans les décisions stratégiques qui sont prises pour les entreprises. Et bien sûr, comme nous le disons depuis maintenant de nombreux mois, nous avons la volonté de taxer les super profits car il n'est pas normal que dans une période où les Françaises et les Français ont vu leur salaire net après inflation baisser, eh bien que les patrons s'en mettent plein les poches avec des records de bénéfices et des profits records dans une période où en réalité la majeure partie des Français doivent se serrer la ceinture. Voilà ce que disait le rapport d'Oxfam cette semaine qui met en lumière une nouvelle fois la nécessité absolue d'agir pour réguler la rémunération de ces grands dirigeants et pour mieux répartir la richesse produite au sein des entreprises. Il y a quelques jours, c'était le 1er mai, et le 1er mai, contrairement à ce que dit la ministre du Travail, Madame Vautrin, ou ce que dit Monsieur Macron, ou ce que disait en son temps le maréchal Pétain, le 1er mai, ça n'est pas la fête du travail. Le 1er mai, c'est la fête des travailleuses, des travailleurs en lutte pour leurs droits. C'est la journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses et travailleurs. Et en ce 1er mai, à Lille, avec le député Hugo Bernalicis, avec d'autres parlementaires qui nous ont fait l'honneur de leur venue à Lille, je pense à Sofia Chikirou, Caroline Fiat, Ercilia Soudé, Nadège Abomangoli ou encore Ségolène Amiot, nous avons voulu répondre positivement à l'invitation qui nous a été donnée par une association qui s'est créée il y a peu, qui est l'association pour la mémoire des morts au travail. Vous le savez, le travail, quoi qu'en disent beaucoup de nos dirigeants qui considèrent que, forcément, il peut y avoir des conséquences négatives, mais qu'elles sont minoritaires. En réalité, ce qu'on voit, c'est que le travail continue de blesser, d'handicaper, voire de tuer, et que la France est assez mal située, notamment en Europe. Elle est le 3e pays qui a le plus lourd bilan en matière d'accidents et de morts au travail, avec des chiffres qui sont assez importants, assez significatifs. Et donc en ce 1er mai, nous avons tenu, après la manifestation, à leur rendre un hommage en procédant à un dépôt de gerbes devant les locaux de l'assurance maladie à Lille pour signifier notre volonté d'agir pour que nous ne puissions pas continuer avec une situation aussi délétère que celle qui a vu autant de morts au travail ces dernières années. L'histoire de la France en matière d'accidents du travail et de morts au travail, elle a été marquée historiquement par des grands moments. On pense bien sûr à l'accident qu'on connaît bien ici dans le Nord des mineurs de fond à Courrières en 1906 qui avait fait 1099 morts, qui avait vu ensuite une lutte de plus de 50 000 salariés mobilisés. Mais si on regarde les chiffres récents, eh bien, ils sont très inquiétants. En 2022, il y a eu en France 744 176 accidents du travail déclarés, auxquels il faudrait en plus ajouter les maladies professionnelles et les accidents sur le trajet entre le domicile et le travail. 738 personnes en 2022 sont mortes sur leur lieu de travail. C'est un chiffre énorme, ça fait à peu près en moyenne 2 personnes par jour. C'est, je le disais, le 3e pays qui a le plus lourd bilan en Europe.
Et le plus inquiétant, c'est que le nombre d'accidents du travail ne diminue plus depuis 20 ans. Et que les premiers à subir ces accidents, ce sont évidemment les femmes, les jeunes, les précaires, qui sont les plus exposés, suite à une politique que l'on connaît et qu'on dénonce depuis des années, qui est une politique d'assouplissement des règles, de précarisation grandissante et d'affaiblissement de la protection. Alors, quelques chiffres à mettre en perspective. J'ai parlé des 744 176 accidents du travail reconnus et indemnisés en 2022, 123 591 accidents de trajet et 66 738 cas de maladies professionnelles. Voilà les chiffres de 2022. 738 décès par accident du travail, 203 décès de maladies professionnelles et 286 décès par les accidents de trajet. Ça représente au total en 2022 1227 personnes qui sont décédées du fait du travail. En France, c'est 2 fois plus que la moyenne européenne. Alors bien évidemment, on ne peut pas satisfaire de cette situation et il y a beaucoup de choses à faire. D'abord en redonnant des moyens et en revenant sur des politiques libérales qui ont été menées, qui ont visé à assouplir toujours plus les règles. Ça commence avec les lois Fillon de 2003 jusqu'aux lois Macron, les fameuses ordonnances travail de 2017 qui ont par exemple supprimé les comités d'hygiène et de sécurité au travail, les CHSCT, jusque la loi El Khomri de 2017. Et bien évidemment, les moyens très insuffisants pour l'inspection du travail et les contrôles, puisque en moyenne en France aujourd'hui, il y a un agent de contrôle de l'inspection du travail pour 9 775 salariés, ce qui représente une baisse des effectifs de 17% en 10 ans. Donc évidemment, avec des moyens comme cela, les inspecteurs du travail ne peuvent pas correctement accomplir leur mission. Les visites médicales, les moyens de la médecine du travail ont aussi considérablement baissé. On estime qu'en 2020, 39% des salariés ont participé à une visite médicale, alors qu'ils étaient 70% en 2005. On voit donc que cela baisse de manière drastique. Donc pareil, là-dessus, il y a des solutions. Le gouvernement, par la voix du Premier ministre Gabriel Attal, a récemment déclaré qu'il ne pouvait se satisfaire de cette situation, mais que font-ils véritablement? Eh bien, il y a des solutions. C'est notamment de faire évoluer la législation en revenant sur un certain nombre de lois qui ont détricoté le droit du travail, donner des moyens supplémentaires à l'inspection du travail et évidemment permettre aux salariés, aux collectifs de travail d'avoir plus de pouvoir pour établir les règles de fonctionnement au sein de l'entreprise et éviter ainsi des situations accidentogènes. Voilà ce que je voulais aussi dire, parce qu'on n'y pense pas assez souvent, et c'était important de le faire en cette date du 1er mai. Peut-être l'avez-vous vu sur TF1 ou sur LCI il y a quelques jours, des journalistes étaient présents au meeting du Rassemblement national et ils interviewaient les personnes qui venaient à ce meeting, en leur demandant quelles étaient les raisons pour lesquelles ils venaient, en période de campagne européenne, assister à un discours de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella. Et parmi les gens qui étaient interrogés, on a vu cette femme qui nous a toutes et tous saisis d'émotion. Elle s'appelle Colombe, elle a 60 ans, elle portait des lunettes de soleil, et lorsque le journaliste lui a demandé quelle était la raison de sa venue au meeting du Rassemblement national, elle a commencé à expliquer pourquoi, visiblement avec beaucoup d'émotion. Le journaliste lui a demandé de retirer ses lunettes si elle l'acceptait, ce qu'elle a fait, et on a vu que cette femme pleurait. Et elle a décrit sa situation. Cette femme est au RSA, elle galère pour survivre, elle galère pour trouver un emploi, elle galère pour payer ses factures, elle a même connu la visite d'huissier et finalement elle a fait le récit des difficultés que connaissent toujours plus de Françaises et de Français. Et elle disait que c'était pour ça, à cause de toutes ces difficultés, qu'elle était en colère et que donc elle votait pour le Rassemblement national. Et évidemment, Marine Le Pen s'est empressée d'instrumentaliser la tristesse de cette femme en écrivant ce tweet. Je cite donc Marine Le Pen: « Quand certains jours la bataille politique nous paraîtra difficile, il suffira de penser à Colombe. Elle nous rappellera toujours pourquoi et pour qui nous nous battons. » C'est assez beau, mais c'est faux. Le Rassemblement national ne se bat pas pour les femmes comme Colombe qui connaissent des difficultés sociales. Preuve en est, le Rassemblement national est une arnaque sociale à l'Assemblée. Quand nous proposons d'augmenter les petites rémunérations, d'augmenter le SMIC, quand nous proposons d'augmenter les minima sociaux, quand nous proposons de taxer les super profits, de créer les conditions d'un meilleur partage des richesses, que fait le Rassemblement national? Il vote main dans la main avec la Macronie. Le Rassemblement national, c'est une grande arnaque de ce point de vue. Et bien sûr, c'est notre travail à nous de devoir convaincre celles et ceux qui souffrent que le vote Bardella, le vote Le Pen, n'est pas un vote anti-système. C'est un vote vraiment de système, favorable au système. Raison pour laquelle d'ailleurs, à notre avis,
le Rassemblement national peut monter comme il le fait et s'approcher sans cesse de l'accession au pouvoir, comme c'est le cas de beaucoup de ses alliés en Europe, c'est que les milieux dirigeants, les milieux des plus possédants, s'accommoderaient parfaitement de l'accession au pouvoir du Rassemblement national. Ce n'est pas le Rassemblement national qui va s'occuper de partager les richesses et de mettre fin à la misère sociale dans ce pays. Le Rassemblement national, lui, cherche à diviser le peuple précisément pour protéger les tenants du système, en faisant croire à toutes les colombes que leur problème s'appelle Mouloud et que leur problème n'est pas le banquier, le financier et ceux qui se gavent. Charge à nous d'en faire la démonstration. À toutes les colombes, d'abord à vous madame, mais à toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans votre situation, et ils sont nombreux en France. Je le dis avec force, le Rassemblement national est une arnaque sociale. Si vous voulez que les choses changent, il faut voter avec nous dès le 9 juin avec la liste de la France insoumise conduite par Manon Aubry. Bon, évidemment, cette semaine, je voulais aussi vous parler des conditions toutes particulières dans lesquelles se mène cette campagne des élections européennes. Il y a moins de 15 jours de cela, vous vous en rappelez, c'était à Lille, Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan étaient attendus pour une conférence à l'université de Lille, une conférence qui avait été autorisée par l'université, une conférence qui était organisée par une association dûment agréée par l'université et par la préfecture, et sous la pression politique des macronistes, avec en tête Violette Spielbout, la députée Renaissance de Lille, de Xavier Bertrand, le président de la région, et d'autres groupuscules qui voulaient agir contre cette réunion, eh bien, l'université a cédé à la pression et a annulé cette réunion. Et puis dans la foulée, nous avons donc cherché à nous replier sur une salle privée, ce qui a pu être fait, puisque les services de la mairie ne nous ont pas aidés à trouver une salle, alors que nous savions que plusieurs salles municipales étaient pourtant disponibles. Nous nous sommes donc repliés sur un lieu privé. Les camarades chargés de l'organisation de la conférence ont donc dû s'affairer pour faire en sorte que ce lieu puisse accueillir une conférence qui était initialement prévue à l'université. Et puis, en définitive, le préfet a décidé malgré tout d'annuler cette réunion au motif que les lieux n'étaient pas adaptés à celle-ci. Mais pour autant, nous avons créé les conditions de prendre la parole, car il n'est pas question que les partisans de la paix et les dénonciateurs du génocide en cours à Gaza se taisent, et c'est la raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan ont pris la parole sur une place publique à Lille, dans le quartier de Moulins. Mais cette semaine d'annulation nous a montré le contexte très particulier, très délétère que vivaient les partisans de la paix et ceux qui parlent le langage du droit international. Cette répression, elle s'opère aussi avec les étudiants qui se mobilisent, on l'a vu à Sciences Po, on l'a vu à l'ESJ ici à Lille, on l'a vu à la Sorbonne, qui, dès qu'ils se mobilisent, dès qu'ils sortent des drapeaux palestiniens et se mobilisent pas pour exiger du gouvernement français qu'il agisse, puisque depuis que la Cour de justice internationale a bien précisé le risque génocidaire à Gaza, eh bien il est faux de considérer que la France ne peut rien faire. Emmanuel Macron doit reconnaître l'État de Palestine, Emmanuel Macron doit faire en sorte d'adopter des sanctions contre le pouvoir israélien, et notamment en empêchant l'envoi d'armes qui profitent ensuite au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou et au massacre qu'il est en train de provoquer à Gaza contre le peuple palestinien. Et nous pensions que ces annulations étaient déjà le summum de la répression, de la même manière que nous pensions que ce qui était fait aux étudiants franchissait des seuils de manière considérable dans la dérive autoritaire de ce pouvoir. Et puis nous n'étions finalement pas au bout de nos surprises, puisque derrière ces événements est arrivée la convocation devant une brigade criminelle de Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise, et Rima Hassan pour le motif d'apologie du terrorisme. Je rappelle que cette loi sur l'apologie du terrorisme, nous la devons au gouvernement de Valls et sous François Hollande. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs organismes internationaux, c'est le cas notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, mais également de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui ont alerté sur l'utilisation que fait la France à des fins politiques de cette loi d'apologie du terrorisme pour mettre en cause la liberté d'expression de beaucoup de personnes sur le sujet géopolitique de ce qui se passe au Proche-Orient. Et on le voit notamment par la répression qui s'est opérée sur plusieurs syndicalistes. C'est le cas notamment ici dans le Nord de Jean-Paul Delesco, le secrétaire de l'Union départementale de la CGT, qui a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour un tract de défense de la Palestine. Et bien évidemment, il y a des gens qui portent des plaintes pour que la justice se mêle de nos expressions politiques. C'est le cas par exemple de l'OJE, l'Organisation juive européenne, qui depuis le début du mois d'octobre et les tragiques événements du 7 octobre, les crimes commis par le Hamas en Israël, porte des plaintes pour systématiquement criminaliser celles et ceux
qui sont les partisans de la paix et dénoncent le génocide en cours à Gaza. Une plainte a été déposée contre Mathilde Panot dès le début du mois d'octobre. Nous sommes au mois de mai, il a donc fallu attendre 7 mois pour que la justice décide finalement de convoquer la présidente du groupe parlementaire insoumis. Et c'est inédit en Ve République qu'une présidente de groupe parlementaire, rappelons que les parlementaires depuis la Révolution française sont protégés pour précisément qu'il n'y ait pas de pression sur leurs paroles, qu'ils bénéficient pleinement de la liberté d'expression. Et c'est la première fois en Ve République qu'on assiste à une telle convocation d'une présidente de groupe parlementaire. Bien évidemment, à la manœuvre, vous avez le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui, dès le mois d'octobre, a écrit une circulaire aux magistrats pour les inviter à recourir systématiquement à la loi d'apologie du terrorisme pour criminaliser en justice celles et ceux qui porteraient une parole pour la paix à Gaza, une parole qui contreviendrait au discours officiel des amis des criminels de guerre. Et malgré le fait que des instances internationales adjurent que le ministre doit changer de braquet, avoir une nouvelle circulaire pour empêcher cette judiciarisation de la vie politique, eh bien les convocations se succèdent. C'est ainsi qu'il y a eu un grand rassemblement mardi dernier pour soutenir Mathilde Panot, pour soutenir Rima Hassan, car il n'est pas question de nous taire. Nous savons que les prises de position qui sont les nôtres sont des prises de position du droit international, des prises de position en faveur de la paix, qu'aucun de nos discours ne souffre de la moindre ambiguïté. Et d'ailleurs, nous le disons, il est dangereux de rhabiller toutes celles et ceux qui sont les partisans de la paix dès qu'ils sortent un drapeau palestinien ou un kéfier. Il est dangereux de les rhabiller en antisémites. L'antisémitisme est un racisme, le racisme est un délit. Nous vomissons l'antisémitisme et le racisme. Et ça n'est pas parce qu'on nous rhabille en antisémites que nous allons arrêter de tenir les discours que nous tenons en faveur de la solution à 2 États, du cessez-le-feu immédiat, de sanctions contre le gouvernement d'extrême droite israélien de M. Netanyahou. Nous n'avons pas l'intention de nous taire et celles et ceux qui nous mettent en cause doivent l'entendre. C'est plutôt à eux de demander des comptes. Il faudrait leur demander des comptes en réalité pour les positions qui sont les leurs. Ceux qui font l'apologie du génocide en cours, il y en a parmi les responsables politiques, il y en a parmi les parlementaires à l'Assemblée nationale. Il faut que la peur change de camp. C'est eux qui devraient être mis en cause pour les positions qui sont les leurs. Imaginez que toutes celles et ceux qui ont un discours dissonant, un discours favorable à la paix, sont régulièrement inquiétés, alors qu'on entend toutes sortes de dingueries sur les plateaux télé, sur la situation, et que ceux-là, bien sûr, ne seront jamais mis en cause. En tout cas, tenez-vous-le pour dit, nous ne nous tairons pas. Il nous reste 1 mois de campagne avant la date du 9 juin, les élections européennes. Et vous le savez désormais, la période d'inscription sur les listes électorales est terminée, puisqu'il fallait s'inscrire avant le 1er mai en ligne ou le 3 mai en mairie, pour pouvoir voter le 9 juin. Et nous avons des raisons de penser que le travail qui a été mené sur le terrain, pour lequel d'ailleurs je vous félicite, a porté ses fruits, puisque nous avons vu dans les derniers instants de la campagne d'inscription sur les listes électorales un regain d'inscription dans de nombreuses grandes villes. C'est le cas par exemple à Lille, c'est aussi le cas à Montpellier. Donc nous espérons qu'il y aura un regain de participation, ça va être ça la clé du scrutin pour le mois de juin 2024, le 9 juin, qui est la date des élections européennes. Puisque maintenant on ne peut plus s'inscrire sur les listes électorales, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus faire grand-chose pour favoriser le nombre de participants. Il y a une chose que je vous invite à faire sur la plateforme de la France Insoumise, sur le site de campagne, vous avez un espace qui est dédié aux procurations. Et donc je vous invite toutes et tous à vous inscrire comme porteurs de procuration, de manière à ce que nous puissions faire en sorte, pour toutes celles et ceux qui ne pourraient pas voter, qui eux d'ailleurs peuvent aussi s'inscrire comme étant demandeurs d'une procuration, de manière à ce qu'on mette en relation les deux, que toutes et tous vous puissiez porter la procuration de quelqu'un qui avait l'intention de voter avec nous le 9 juin pour la liste de Manon Aubry et qui ne pourrait pas le faire en raison d'un déplacement pour des raisons professionnelles ou personnelles. Donc j'insiste bien, inscrivez-vous dès à présent, toutes et tous, sur la plateforme pour porter une procuration. Et puis pour le reste, vous savez ce qu'il reste à faire. On a encore 1 mois d'organisation de porte-à-porte géant, puisque c'est porte après porte qu'il faut aller dire à celles et ceux qui nous soutiennent, et ils sont nombreux et nombreux, que le 9 juin 2024, dans quelques semaines, il y a une élection, les élections européennes, et que face au face-à-face Bardella, Hayet, Le Pen-Macron en quelque sorte, un mauvais remake que nous avons encore vu à la télévision cette semaine, il y a une autre solution, une alternative, celle qui permet de tout changer, c'est la liste de l'Union populaire, soutenue par la France Insoumise et conduite par Manon Aubry. Toutes et tous en campagne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, le petit pouce bleu.
N'hésitez pas à commenter, voire à inscrire dans vos commentaires des sujets que vous souhaiteriez voir aborder les prochaines fois. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, j'ai bien du mal à croire, mais si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.